Enregistrement en cours. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série de webinaires TechNet sur le développement professionnel. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle série de webinaires. Cette première session, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le rôle important de la force de travail sur la chaîne d'approvisionnement de santé et leur impact sur les résultats au niveau de la santé et de la vaccination. Vous pouvez écouter cette session en français. Cette session est interprétée en français. Pour écouter la présentation en français, veuillez sélectionner le globe en bas de votre fenêtre Zoom et choisissez la langue de votre choix. Si vous avez des difficultés à trouver, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. En parlant du chat, vous pouvez déjà vous y présenter et nous dire d'où vous venez, quel est votre nom, nous serons ravis de le savoir. Vous pouvez également utiliser le chat si vous avez besoin d'assistance technique. Je suis là pour vous aider du mieux que possible. Je vois que certaines personnes ont déjà commencé à nous rejoindre. Bonjour Mohamed et bonjour Zosimo et bonjour Mulugata. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez utiliser la case questions et réponses qui est disponible en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez vous poser vos questions à n'importe quel moment. Nos présentateurs y répondront après la présentation pendant la session de questions et de réponses. Enfin, cette session, comme d'habitude, est enregistrée en anglais et en français. Nous partagerons les liens vers la vidéo avec vous, ainsi que les diapositives. Les diapositives, par contre, ne seront disponibles qu'en anglais. J'espère que vous apprécierez cette session et je vais à présent passer la parole à Dominique. Dominique, la parole est à vous. Merci Alexander. Je mets juste ma caméra. Voilà, c'est fait. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée tout le monde. Je m'appelle Dominique Swinkles et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, c'est la première session de notre série de webinaires sur le développement des capacités et la professionnalisation. C'est la toute première et je suis aujourd'hui rejointe par mes collègues présentateurs. Vous allez rencontrer Michael E., qui est un spécialiste du développement de la force de travail au SCM. Vous allez également rencontrer M. Wenge, qui est le directeur général de la chaîne d'approvisionnement et de l'intégration pour Gavi, ainsi que Bill Keogh, qui est le conseiller pour les talents dans la chaîne d'approvisionnement et le renforcement de l'organisation GSI. Je vais également vous présenter Ronan Tira, qui est mon collègue chez People That Deliver et qui, à la fin, va répondre à un certain nombre de questions. Donc, je suis, moi, la directrice exécutive de People That Deliver. Dans un moment, je vais expliquer qui nous sommes chez People That Deliver. Mais de fait, nous sommes là pour nous assurer… Ah, si vous pouvez revenir une diapositive avant, s'il vous plaît. Nous sommes là pour nous assurer que les chaînes d'approvisionnement ne sont aussi fortes que les personnes qui les gèrent. C'est ça notre motto. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous sommes le leader mondial et technique au niveau des ressources humaines pour la gestion des chaînes d'approvisionnement, la seule organisation mondiale qui réunit les gouvernements, les agences de donateurs et le secteur privé, les organisations techniques. Nous sommes une organisation directe, le leader au niveau de la chaîne d'approvisionnement et nous faisons également des plaidoyers à ce niveau. Nous avons été établis en 2011 pour faire un plaidoyer pour une approche systémique des ressources humaines pour la gestion de la chaîne de ressources humaines. Nous sommes une coalition mondiale. Nous voulons le changement au niveau du pays et au niveau mondial. Ainsi, nous avons des systèmes qui sont plus durables afin de recruter et de retenir une force de travail, de chaîne d'approvisionnement qui est talentueuse. Et dans les 7 constituances de notre coalition est représentée sur cette diapositive. Maintenant, diapositive suivante, si vous voulez. Ça, c'est notre coalition. La force de notre coalition, repose sur ce groupe de 28 organisations. Comme vous pouvez le voir,
Nous avons des partenaires techniques, des ONG, des agences de donneurs. Nous avons des académiciens, nous avons le secteur privé également, ainsi que diverses agences. Et nous sommes dotés par la division approvisionnement de l'UNICEF. Diapositive suivante. Notre vision, c'est vraiment un monde où la force de travail est responsabilisée et équipée afin d'optimiser les résultats en améliorant l'accès. Notre but est de créer une force de travail qui soit compétente et adéquate et soutenue et qui sera déployée dans le système privé et public au niveau des systèmes de santé. Diapositive suivante. Donc vraiment, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur ces ressources humaines avec un tiers de la population dans le monde qui n'a pas accès aux médicaments et un manque de ressources humaines dans beaucoup de sections des soins de la santé? Alors, pourquoi avons-nous besoin des ressources humaines? Nous avons plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, la chaîne d'approvisionnement est très importante pour beaucoup de problèmes de santé. Je suis que beaucoup d'entre vous ont entendu ce motto pas de produit, pas de programme. C'est en particulier important pour délivrer le système de santé. Si vous n'avez pas les bonnes personnes avec les bonnes capacités pour s'occuper de ces chaînes d'approvisionnement, pour que ce soit soutenu par des politiques de ressources humaines adéquates et des managers qui aident ces personnes et pour s'assurer que les employés sont motivés, alors vous n'aurez pas une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne bien. À partir des recherches que nous avons faites chez People That Deliver, les défis suivants causent une réduction de la performance à cause de problèmes liés à la force de travail, comme par exemple la fragmentation de la responsabilité, de la gestion, de la performance globale de la chaîne d'approvisionnement, le manque de planification et de financement pour une telle force de travail, ainsi que le manque de développement et pour les responsables de la chaîne d'approvisionnement, le manque de description pertinente pour les descriptions de travail et le manque d'association professionnelle et de développement professionnel. Merci. Oui, l'autre élément, c'est que nous nous concentrons sur les ressources humaines dans les chaînes d'approvisionnement parce qu'il y a de plus en plus de pression sur les chaînes d'approvisionnement au niveau de la santé. À l'heure actuelle, ces chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus stressées avec l'augmentation des produits qui passent par là. Ce graphique montre par exemple qu'il y a eu une augmentation multipliée par 24 dans la valeur des nouveaux vaccins introduits dans un pays, ce qui a été traduit par une augmentation multipliée par 5 au niveau du travail, de la charge de travail. Et ça, ce n'est pas seulement le cas pour les vaccins. On voit ça également dans d'autres problèmes comme le cancer, d'autres maladies comme le diabète. Le gouvernement doit développer des capacités pour lutter contre ces maladies. C'est pareil avec le VIH, le sida. Il y a de plus en plus de nouveaux régimes de traitement et une couverture universelle où davantage de pays augmentent leur couverture universelle. Ça veut dire que le nombre de produits qui passent par les chaînes d'approvisionnement augmente. Et ça montre vraiment que les décisions augmente au niveau du pays, la prise de décision doit être prise en compte et cela doit prendre en compte également la force de travail dans le pays et sa capacité à absorber cette charge de travail et étendre, ça peut vouloir dire étendre la force de travail, à embaucher davantage ou alors développer. Parfois, la force de travail n'est pas toujours prise en considération quand nous introduisons des nouveaux produits dans un nouveau système de santé. Diapositive suivante. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est s'éloigner du paradigme actuel pour aller vers un paradigme que nous désirons davantage, où il y a un meilleur statut professionnel et des meilleures performances professionnelles. Ce nouveau paradigme pour la force de travail, c'est là où la charge de travail aura un statut élevé et accès à des ressources et à des avantages. Les institutions doivent être définies et demander du personnel qui ont les qualifications et l'expertise requises, pas seulement les pharmaciens dont on manque déjà.
et où il n'y a pas assez de formation. Mais au niveau de la force de travail, il faut qu'il y ait de plus d'avantages, qu'il puisse se développer professionnellement. Et spécifiquement, il faut il faut que la force de travail soit stimulée, que sa performance soit stimulée et sa satisfaction également, et qu'on les retienne davantage. Ainsi, la force de travail, ce genre de travail devient de plus en plus désirable. Les avantages amènent à un marché d'individus qui recherchent les qualifications essentielles. Ainsi, les institutions nationales et régionales fournissent ces formations et ainsi les institutions de santé peuvent plus facilement trouver des personnes pour répondre aux postes et trouver du personnel qualifié. Donc, cela explique, ce tableau explique notre théorie de changement. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le passé, mais c'est vraiment une approche fondamentale aux ressources humaines qui a été adaptée en 2018. Il y a 4 parcours: capacité personnelle, conditions de travail, motivation. Ce sont vraiment les conditions qui sont nécessaires pour s'assurer que les travailleurs à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement performent bien et aient un impact positif sur les résultats au niveau de la santé. Oui, merci. Donc, cela m'amène ensuite à la gestion et à la professionnalisation de la gestion de la chaîne de travail. Nous avons réfléchi ça après la théorie du changement, c'est en 2018. C'est un ensemble de standards globaux sur l'éducation et les avances professionnelles, qui également sur le développement professionnel au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le but que nous avons, c'est vraiment d'établir et de standardiser les rôles, les connaissances et d'élever le statut de la profession. C'est de guider la conduite des spécialistes au niveau de la chaîne d'approvisionnement au niveau du pays, que les gens aient davantage connaissance de ce genre de parcours professionnel, d'améliorer la rétention, mais surtout, ce qui est important, c'est de développer un leadership au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, la théorie du changement et le cadre de travail de profilisation, vous pouvez trouver les deux sur notre site internet, peoplevadeliver.org. Vous verrez qu'au niveau du cadre de travail de la profilisation, il y a un certain nombre de ressources très pratiques, surtout quand vous pensez à développer les descriptions des postes, regarder les différents postes possibles, et vous pouvez commencer au type d'opportunité au niveau de l'éducation, auquel d'opportunités existent déjà. Tout cela, nous l'avons intégré dans notre approche pour la chaîne d'approvisionnement au niveau des systèmes de santé. Et avec cette approche, je vais maintenant vous présenter à Michael E. Vous avez un certain nombre d'efforts en cours au niveau de la professionnalisation. Et l'un de ces efforts, c'est, si vous voulez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui. C'est ma dernière diapositive avant que Michael n'intervienne. Mais nous avons mené des efforts dans 4 différents pays actuellement: Nigeria, Rwanda, Mozambique. Au Nigeria en particulier, nous travaillons avec NPCNP ainsi que Org et ISM afin de professionnaliser les postes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Au Rwanda, Michael vous donnera davantage d'informations, et au Mozambique, nous travaillons avec afin de travailler, afin de professionnaliser ces postes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Mais je vais passer la parole à Michael, qui vous en dise plus. Next slide. Merci Dominique. Diapositive suivante. OK. Donc, pour continuer là où Dominique s'est arrêté et pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait au Rwanda, elle a mentionné que la mise en œuvre du cadre de travail de la professionnalisation est en cours. Donc, ça fait partie des étapes que nous avons prises au Rwanda. Ce que nous avons dû faire, c'est conduire un plaidoyer au niveau de la... Ce que ça veut dire, c'est que nous avons fait une cartographie des parties prenantes dans le pays. Et ensuite, nous les avons contactés, nous avons eu diverses réunions, nous avons fait des webinaires. Et dans nos webinaires, beaucoup de personnes sont venues à nos webinaires. Et à partir de là, on est passé à la phase 2, juste pour mentionner que la création de la prise de conscience ainsi que le plaidoyer, c'est pour ensuite passer à la phase 2, phase 3, et ensuite
Donc, ce qu'on a fait en phase 2, c'était organiser en fait des réunions de consultation avec les parties prenantes pour leur présenter ce que c'était la professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement, les bénéfices et pourquoi ils devaient soutenir cette professionnalisation. Et nous avons reçu des engagements de toutes les parties prenantes qui le supportent de la meilleure façon qu'ils voulaient, individuellement au niveau local. Nous avons documenté tous ces points. Après que nous avions fait ça, nous sommes passés à la phase 3. Donc, la phase 3, ce qu'on a dû faire, c'était une cartographie des processus, de toutes les activités, de tous les processus de la chaîne d'approvisionnement dans un pays. On a dû développer une cartographie et une cartographie des processus détaillée. Ensuite, on s'est concentré sur le secteur public, en particulier sur les magasins médicaux au Rwanda et sur les services les points de livraison de services. Donc, il y avait divers sous-niveaux. Donc, par exemple, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux de district. Si vous remarquez tous ces endroits que j'ai mentionnés, c'est là où il y a la force de travail de la chaîne d'approvisionnement qui travaille au niveau central et au niveau intermédiaire. Et ensuite, nous avons voulu définir les descriptions de ces postes pour les personnes qui avaient travaillé dans cette chaîne d'approvisionnement. Nous avons défini les descriptions, nous avons créé un questionnaire ouvert que nous avons envoyé aux personnes qui faisaient le travail pour avoir plus d'informations exactement sur ce qu'ils faisaient dans leur travail. Une fois que nous avons eu toutes ces informations, nous les avons traitées. Et si vous pouvez voir, la phase 4 et la phase 5, c'était créer un plan de développement à partir de la phase 3. Diapositive suivante, à la fin de la phase 3, ce que nous voulions, c'était générer une professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement au Rwanda. Et ce document avait ciblé 3 publics. Déjà, la force de travail. Et le document était pour aider la force de travail, pour amplifier, améliorer leur parcours de carrière. Ce que je veux dire pour ça, c'est pour quelqu'un qui, par exemple, travaille dans un hôpital de district ou un hôpital académique et qui fait, par exemple, qui travaille dans cette chaîne d'approvisionnement, il devrait pouvoir parler à leurs collègues qui font le même travail à un autre niveau et voir s'ils ont les compétences pour faire ce travail. Et ensuite, il sera, par exemple, stimulé de voir qu'il y a ce parcours de carrière, voir qu'il y a les mêmes chances d'être en compétition pour ce poste, en améliorant ses compétences. Donc, voir, par exemple, comment il peut se professionnaliser et être en concurrence pour une position plus élevée. Donc, ce sera pour tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement. Et ce que le document fait également, c'était donc aider la force de travail, définir les descriptions. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on a rendu les informations et qu'on a fait la cartographie, on a réalisé que pour les personnes qui travaillaient au niveau des points de livraison, c'est que souvent, lors de la description de leur travail, ne définissait pas, ne parlait pas de chaîne d'approvisionnement. Parfois, c'était juste une ligne, activité de chaîne d'approvisionnement. Donc, cette seule petite ligne, ça ne suffisait pas. Ça ne définissait pas le fait que leur travail peut les gérer avec la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce document va définir les descriptions à ce niveau-là. Pour ceux qui avaient déjà des descriptions de postes qui étaient disponibles, d'autres descriptions vont être fournies et des activités définies également à tous les niveaux. Les documents vont expliquer les rôles, vont expliquer les postes, les compétences nécessaires pour les postes. Le document va aider toute personne à avoir accès et à trouver du personnel pour ces positions. Et ça aidera également à développer des formations et les performances clés, à décrire les performances clés également nécessaires pour ce poste.
Ce document va permettre de définir les valeurs nécessaires et, pour le système et de le faire avancer. Diapositive suivante. Donc, en parlant d'aider les institutions au niveau institutionnel, ce qu'on a découvert grâce à nos analyses, avant d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous avons vu un déséquilibre entre l'approvisionnement, la force de travail d'approvisionnement et la demande. Nous avons vu un fort déséquilibre entre la demande et l'offre. Des individus qui n'avaient pas été suffisamment forcés pour être formés, pour être équipés, pour travailler sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc, il a fallu compiler des compétences pour influencer le curriculum des offres au niveau de la chaîne d'approvisionnement au niveau des institutions. Nous avons fait une analyse du marché et ce que nous espérons, c'est que grâce à notre plaidoyer, c'est que les curriculums vont être mis à jour. De cette manière, les étudiants qui ont une formation formelle, ils sont prêts et ils peuvent prendre des responsabilités déjà sur le marché. Et les employeurs peuvent les employer, ils sont employables. Et maintenant, je vais repasser la parole à Dominique. Merci. Merci, Michael. Donc, avant de passer à la stratégie de Gavi pour la chaîne d'approvisionnement au niveau de la vaccination et des priorités au niveau de l'investissement et de la professionnalisation, je voudrais également mettre en œuvre les priorités au niveau de financement par les autres donateurs majeurs, les 3 donateurs majeurs dans ce domaine. Je travaille avec ces 3-là et je voulais juste mettre ça en valeur pour le public aujourd'hui, en particulier l'UCED. Ils ont fortement financé People That Deliver au cours des dernières années, en particulier d'ailleurs Michael avec son projet SCM et sur la chaîne d'approvisionnement. L'UCED, de fait, a une approche systématique et qui se concentre forcément sur appuyer les capacités, sur la promotion du transfert de capacités interpays et établir des systèmes et des mécanismes pour avoir un développement des compétences durables au niveau local. Ce qu'ils font, c'est qu'ils adressent le marché du travail en regardant les interventions qui touchent à la professionnalisation, les standards, la planification de la force de travail et l'éducation supérieure. Donc, de fait, ce cadre de travail de professionnalisation dont vous avez entendu parler a été vraiment financé par l'UCED pour vraiment commencer à regarder ce domaine de façon holistique et adapter une approche systémique pour vraiment investir dans les ressources humaines en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Au niveau du Global Fund, ils sont du Fonds mondial, donc, et ils renforcent et ils accélèrent le développement de chaînes d'approvisionnement au niveau national pour les systèmes de santé qui sont durables, agiles, centrés sur les gens et efficaces pour assurer un accès équitable à des produits dont la qualité est assurée. Et vraiment, ils soutiennent les pays pour structurer, développer, professionnaliser les capacités d'opérer leur propre chaîne d'approvisionnement. Donc, on les a vus travailler pour développer ces capacités en matière de leadership. Et dans cette série de webinaires, d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons parler de leur programme Étape 2.0 qui se concentre sur le leadership et la gestion des chaînes et bien sûr développer votre équipe au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et le Fonds mondial, le Global Fund, est un donateur important. Et enfin, le troisième fondateur que je voulais mettre en valeur, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils ramènent des nouveaux partenaires pour contribuer à la chaîne d'approvisionnement, à la professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement et en particulier au projet d'appui aux compétences spécifiques en injectant les meilleures pratiques dans l'écosystème de développement. Pour eux, c'est important de responsabiliser les partenaires locaux
afin de pouvoir contribuer à la professionnalisation. Et l'un de nos partenaires les plus importants, d'ailleurs, hein, pour faire avancer ces efforts. Donc, sur ce, maintenant, je vais passer la parole à Mwenge qui va parler de la stratégie de chaîne d'approvisionnement de Gavi et de leur investissement. Et bien sûr, ils sont également un donateur important quand on s'agit de programmes étape 2.0. Donc, à vous, Mwenge. Merci, Dominique, et bon après-midi tout le monde. Donc, je vais vous présenter le programme de Gavi sur la chaîne d'approvisionnement. C'est un programme 2021-2025. Donc, la stratégie sur la chaîne d'approvisionnement de vaccination de Gavi, en gros, c'est un parcours visuel. Et ce parcours visuel doit s'appuyer sur de fortes compétences et aider au développement de chaque personne et également de s'assurer que les vaccins atteignent les gens. Donc, grâce à cette chaîne, vous pouvez regarder, vous voyez différentes composantes et les défis auxquels nous avons fait face, ce qui nous a conduit à chercher des solutions aux problèmes que nous avons. Donc, ensuite, nous avons regardé les priorités d'investissement et les résultats que nous attendons. Nous avons regardé également qu'est-ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre, notre impact avec le travail que nous faisons. Et ensuite, bien sûr, nous voulons réfléchir à la vision et à qui peut nous y aider à l'atteindre. Donc, tout ça, ça fait partie de ce parcours que Gavi essaye de mettre en place. Et si vous regardez la stratégie de changement, vous pouvez voir là où le développement des capacités se situe dans ce parcours. À la suite du problème que nous avons identifié, nous avons vu les priorités d'investissement. Vous avez pu voir que Gavi a décidé de se concentrer sur le développement des capacités et la professionnalisation. Comme vous pouvez le voir maintenant à droite, c'est ce que nous voulons voir, les résultats que nous voulons voir. Et vous pouvez voir où ils sont situés au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'il y ait un personnel adéquat pour la chaîne d'approvisionnement avec une force de travail compétente et motivée et un bon leadership également au niveau du pays pour supporter ces décisions et pour la chaîne d'approvisionnement. Si vous pouvez voir que nous avons 6 objectifs au niveau des résultats et vous pouvez voir la façon, le développement de la professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement. Ça fait partie de 5 objectifs. Ça montre à quel point c'est important d'investir dans ces domaines. On peut voir à quel point ça va avoir un impact sur nos objectifs. Donc, on parle on a besoin de vaccins de bonne qualité. Ils doivent être disponibles et dans des quantités adéquates. Comme je l'ai dit dans le visuel, ils doivent être disponibles là où on en a besoin. On parle d'efficacité, on parle d'une chaîne d'approvisionnement qui doit bien opérer, qui fournit des produits au bon prix. Et ces structures doivent être interconnectées, les structures interconnectées doivent être mises en place. Nous devons avoir une chaîne d'approvisionnement qui est résiliente. Cette chaîne d'approvisionnement doit être résiliente et agile. Et nous devons également considérer à quel point la chaîne d'approvisionnement peut réagir rapidement. Elle doit réagir rapidement et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle doit être durable. Il doit y avoir une durabilité. Donc, Gavi veut une chaîne d'approvisionnement qui doit être, durable au niveau social et financier. Ce sont ça tous les points importants que nous considérons dans ce domaine. Maintenant, vous devez considérer également quelles sont les approches pratiques de stratégie pour réussir à parvenir à nos objectifs. Donc, vous devez considérer toutes ces priorités d'investissement, mais également la façon dont nous allons les mettre en œuvre dans un sens pratique. Donc, sous l'approche de développement des capacités,
Nous devons regarder les compétences et les structures de la chaîne d'approvisionnement et également s'assurer que nous renforçons, pas seulement renforçons, mais que nous devons appliquer cela au niveau des employés et nous devons identifier les avantages qui pourraient les motiver, qui pourraient motiver la force de travail. Et c'est également important d'avoir un bon environnement de travail. Donc, comment est-ce qu'on a l'intention de rendre ces approches plus pratiques? Vous avez certains domaines d'opportunités, par exemple, que nous avons identifiés, qui correspondent à certaines des actions pratiques. Si vous vous souvenez, je crois que Dominique a mentionné quelques-uns des problèmes qui avaient un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, si vous considérez les domaines d'opportunité au niveau des développements des capacités, nous essayons de voir, de considérer les compétences au niveau de la chaîne d'approvisionnement, comme je l'ai mentionné, renforcer les capacités, identifier les avantages qui peuvent motiver la force de travail, un bon environnement de travail. Et c'est seulement un suivi de la diapositive précédente. Et quand vous regardez dans ces domaines, nous essayons de diviser les choses. Donc, parce que nous avons parlé des descriptions des postes, des descriptions des responsabilités et de la façon d'optimiser et de renforcer les structures organisationnelles. Oui, c'est très important. Cependant, c'est également très important de noter qu'on doit s'assurer que les formations que nous menons, ça doit couvrir tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement. Pas seulement ce dont nous faisons l'expérience parfois, où il y a juste un sujet particulier qui est couvert. Il faut couvrir tous les domaines pour être vraiment efficace. Et nous devons nous assurer que la formation est vraiment nous devons assurer qu'il y a des post-formations et des mentorats. Nous devons également nous concentrer sur l'innovation. Nous devons nous concentrer également sur l'innovation au niveau de la formation, comme l'utilisation des téléphones portables avec des modules spécifiques sur différents sujets. Et l'innovation, ça peut être vraiment quelque chose de très pratique dans ce domaine. En fait, ce que je pense, ce que nous devons vraiment faire, c'est que nous devons avancer d'une façon plus holistique. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante? Suivante. La diapositive ne bouge pas. Oui, ensuite, suivante. Suivante. OK. OK, merci. Donc, quand on parle de toutes ces choses au niveau de l'approche pratique, on doit également commencer à mesurer notre impact. Donc, quel changement nous allons voir et comment nous allons faire pour gérer ce progrès. Donc, en termes d'opportunités, voir ce qu'on voit, on veut voir une meilleure disponibilité de vaccins qui sauvent des vies. On veut voir une meilleure performance des chaînes d'approvisionnement au niveau des vaccins. Au niveau de la disponibilité, on veut qu'il y ait un stock plein. On a regardé, par exemple, en 2021, nous avons une disponibilité de 82%. Et quand on regarde pour avancer, vers mi-2023, on voudrait passer à 85%. Et ensuite, à 95%, on espère à la fin de cette période stratégique, en 2025, on espère être arrivé à 95%. Si on regarde le score EVM, on veut passer de notre score de 2021, qui était de 70,5%, à environ 75% en 2023. Et on espère qu'à la fin de la période stratégique, on espère être arrivé à 79%.
Et également, on veut voir la disponibilité, l'efficacité et la qualité. Ce score, on veut qu'il est augmenté de ce qu'il était en 2021 à 12%. On espère qu'il sera à 25% d'ici à la fin de la période stratégique. Et ces mesures seront faites continuellement et seront parfois revues 2 fois par an par l'ISC2 et il y aura un rapport annuel. Et l'OMS recevra un rapport là-dessus. Maintenant, diapositive suivante, s'il vous plaît. D'accord, donc, en termes de ce que nous voulons voir comme impact, au niveau des 6 domaines d'investissement, quand nous nous concentrons sur le développement des capacités, on veut également voir on veut également qu'il y ait une adoption des recommandations et une évaluation du design du système. Et pour ça, c'est important de former le personnel. Et comme vous pouvez voir ici, nous voulons avancer d'ici 2023 à être à 65% et à la fin de la période stratégique, on va être passé à 80%. Nous voulons mesurer notre investissement dans le domaine grâce à cela. Vous pouvez voir la diapositive suivante. Comme l'a mentionné Gavi, comme il a été mentionné, Gavi a ce programme qui a été coordonné par l'association People That Deliver. Et c'est un programme qui est offert conjointement par 4 agences de donneurs qui ont signé le cadre de travail de collaboration en février 2021. C'est Gavi, le Global Fund, la fondation IFPW et l'USAID. Chaque agence de donneurs a un pool de partenaires pour appliquer ce programme STEP 2.0 dans leur pays et qui sont partagés entre les agences. Donc, certains des partenaires de mise en œuvre de Gavi sont par exemple Yale, Ganeshed, Empower School of Health, de Session Council, le Centre de Genève pour la politique de sécurité, Village Reach et Logivac. Et également pour mentionner qu'au cours des années, Gavi a vu un fort investissement, a fait un fort investissement au niveau du développement des capacités grâce à des donations et le résultat, c'est que leurs scores EVM se sont fortement améliorés dans ce domaine. Par exemple, leur score E8 s'est amélioré de 71% en 2015 à environ 84% en 2021. Donc, vous pouvez voir le progrès. Ça fait partie de leur effort d'améliorer ce domaine et vous pouvez voir comment ce financement a réussi à améliorer les choses. C'est vraiment encourageant de voir que continuer à investir dans le développement des capacités a un impact. Nous avons eu également du financement. Gavi a fait un financement au niveau du financement stratégique qui a été utilisé pour cofinancer le programme du Fonds mondial en Éthiopie, et ce qui a permis d'ajouter 10 à 15 participants dans le programme. De fait, voilà, c'est ça que je voulais présenter sur Gavi. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci Dominique. Au revoir. Merci Moïse, c'est fantastique. Et n'oublions pas également tous les investissements que Gavi a fait au cours des 5 premières années, pendant les 5 premières étapes. Mais nous espérons voir davantage d'investissements et davantage d'étapes dans les années à venir. Et maintenant, je vais passer la parole à Bill qui va parler un petit peu des véhicules de développement de capacité et de professionnalisation. C'est très intéressant. À vous, Bill. Mais bonjour, je suis Bill Keogh de GSI et avant de commencer, je voulais juste prendre un moment pour remercier UNICEF et Gavi d'avoir réussi à développer un cadre de travail aussi développé. Je pense que Moïse a déjà partagé quelque chose de similaire. Donc, ça, c'est le parti de la stratégie globale sur laquelle nous nous concentrons.
Vous pouvez voir qu'il y a des actions pratiques qui sont définies, qui peuvent être prises afin de mettre en œuvre cette stratégie. Et je vais parler un petit peu de deux de ces stratégies qui, à mon avis, sont les plus importantes. La première, c'est les compétences et les structures de la chaîne d'approvisionnement. Donc, les compétences et les structures de la chaîne d'approvisionnement et également identifier les motivateurs et les avantages efficaces. Je pense que si on se concentre sur ces deux choses-là, ça va rassembler beaucoup des autres domaines d'opportunités. Donc, je pense comme si les personnes qui sont bien rémunérées, qui ont un développement professionnel, elles vont demander davantage d'éducation, obtenir un master, peut-être quelque chose comme ça, et elles auront les ressources d'appliquer ces choses-là. Donc, en termes d'écosystème éducationnel, il va y avoir une bonne réponse. Diapositive suivante. OK, donc celle-ci il y a plusieurs choses à dire. Je voulais juste sélectionner ces deux choses-là. Je voulais parler des bénéfices, mais également parler des défis. Donc, ce qu'on veut de fait mettre en œuvre quand on veut mettre en œuvre ces approches. En termes de bénéfices, description de ce poste, il y a des attentes claires au niveau des personnes qui font le travail. Quand c'est consistant, il y a également des opportunités pour des formations croisées qui peuvent se baser également sur la description du poste. Ils ont également une expérience pour ce poste. Ça veut dire qu'il y a plus de flexibilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Au niveau de la performance, vous devez pouvoir mesurer la performance pour pouvoir l'améliorer. Développer des salaires constants selon les responsabilités du travail, c'est une composante très importante. Ce que vous savez grâce à la description plus détaillée, c'est que vous avez de meilleures performances de travail. Vous avez un groupe de travailleurs qui sont expérimentés, qui ne sont pas forcément attirés par le secteur privé, ce sont des gens qui veulent rester là, qui veulent améliorer la performance de la chaîne de travail. Et également, du coup, vous avez des gens qui se développent, qui avancent. Vous avez un leadership qui a de fait déjà fait le travail quotidien. Par exemple, Costco, là où je vis, leur siège à Seattle, tout le monde, même les leaders les plus seniors, doivent aller dans les magasins, faire un peu de travail dans les magasins. Comme ça, quand ils prennent des décisions, ils comprennent en fait ce qui se passe vraiment. En termes de défis, au niveau des descriptions de travail, il faut aller évaluer tous les postes dans la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont. Vous devez développer des définitions très consistantes, très constantes des responsabilités et il faut du financement. Il faut du financement pour adresser tous ces problèmes. Au niveau des parcours de carrière, vous devez faire des évaluations régulières de façon constante sur toute la chaîne d'approvisionnement. Vous devez vous assurer que les personnes qui sont promues ne sont pas promues juste parce qu'ils sont là depuis longtemps, mais ils sont promus parce que c'est des personnes qui apportent des résultats par rapport aux indicateurs de performance. Mais également faire venir des gens de secteur privé qui peuvent amener des points de vue différents. Parfois, c'est un défi de savoir comment faire ça. Vous devez voir c'est un endroit où les travailleurs veulent voir une belle opportunité, qui veulent se développer dans la société, alors que vous avez plus de responsabilités. Quand vous avez plus de responsabilités, vous devez avoir plus d'argent. Il faut y avoir un cadre de travail qui soutient ça. Suivant. Donc ici, les avantages et les motivateurs. Pour moi, les personnes font ce qui les avantage, que ce soit une bonne chose ou pas une bonne chose, mais les gens vont faire ce pourquoi vous les motivez. Si vous regardez les bénéfices de ça, vous pouvez retenir les travailleurs les plus capables, les meilleures personnes, des postes intéressants avec des défis, peut-être bien compensés et peut-être compensés en rapport avec leur performance. Si j'apporte des résultats, je veux que le leadership le reconnaisse d'une façon et financièrement, c'est la meilleure façon de reconnaître les gens. Donc, il faut qu'il y ait une amélioration au niveau numérique. C'est vraiment très important, mais de façon à faire ça, il faut pouvoir mesurer la performance. Vous voulez encourager des gens qui pensent un petit peu un petit peu artistiquement. Donc, parfois, la meilleure façon de faire les choses, la meilleure façon de faire ça, ce sont les gens qui font de fait le travail. C'est le genre de choses qui améliorent les collaborations entre les personnes qui sont peut-être dans des postes différents au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est comme ça qu'on fait des vrais changements.
en ayant des personnes dans différents postes qui disent comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Certains des défis au niveau des avantages, c'est qu'il faut des personnes qui apportent des résultats fantastiques, mais c'est une personne qui a plus de valeur qu'une personne qui ne donne pas de très bons résultats. Et du coup, il ne faut pas seulement faire le travail quotidien, il faut une définition très claire de ce que sont les objectifs en matière de performance. Je vais donner un exemple dans une seconde, mais par exemple, il faut que ce soit très pertinent au niveau, par exemple, de l'inventaire. Comment est-ce qu'on mesure la performance des gens? Il faut capturer les données au niveau de la performance régulièrement et il faut que ce soit assigné à chaque personne, pas juste à un groupe de personnes. Je veux dire, ça va, mais il faut que ce soit vraiment assigné à des individus. Il faut jouer le système. J'ai travaillé dans un endroit un jour où le système était vraiment, il y avait vraiment trop de choses, il y avait trop de personnel et on a commencé à mesurer, par exemple, tout ce qui était envoyé, tout ce qui passait par la porte et on a vu une amélioration dramatique. Par exemple, je suis allée au doc plus tard, j'ai vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient seulement quelques boîtes pour que les métriques soient améliorées. Donc, vous devez vraiment le financement pour avoir des programmes de mesure. Et il faut un financement qui soit continu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire juste une fois. Les avantages, ça doit faire vraiment partie de la façon dont le travail est fait. Et c'est comme ça que les choses s'améliorent et sont améliorées et améliorées. Et juste très rapidement, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, diapositive suivante. Oui, allez-y. Donc ça, par exemple, c'était pour un projet que j'ai fait où j'ai géré un entrepôt dans le public et il n'arrivait pas à répondre aux commandes partout. C'était en train de devenir un vrai problème. Et vous pouvez voir, c'était comme sur la photo à droite, c'était en fait pire que ça, mais il m'a fallu un moment avant de penser à prendre une photo. Vous pouvez voir que c'est assez compliqué d'opérer de façon efficace quand on ne peut même pas descendre le long des allées. Et si vous regardez en haut à gauche, quand on a mesuré la pertinence de l'inventaire dans chaque allée, il y avait 2 personnes qui étaient assignées à ça. Nous avons une baseline et la baseline d'origine n'était quasiment pas pétillante, qui était à 30%. Maintenant, elle est à 91%. Le but, c'était 95%. Il y a 2 personnes qui étaient responsables et ce graphique était à la fin de chaque allée dans l'entrepôt et les personnes qui arrivaient, qui atteignaient l'objectif, ils recevaient 15 $. Et les personnes qui réussissaient à atteindre l'objectif ne le recevaient pas. Et la première fois que j'ai donné le paiement dans une allée, j'ai dit bravo, vous avez eu l'objectif et que j'ai donné l'argent et que j'ai dit à la personne qui ne l'avait pas eu, vous n'avez pas le paiement. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ce qu'il faut faire, c'est parler aux gens dans l'allée d'à côté et voir comment eux ils ont fait. Comme ça, la semaine prochaine, vous aurez le paiement aussi. Et ce que je veux dire, c'est que les avantages fonctionnent si vous voulez améliorer la performance. Encore un appui une fois. Et c'est souvent, c'est pourquoi je devrais payer des avantages. Ces gens sont déjà payés. Mais ce que j'ai découvert ici, c'est qu'on n'a pas beaucoup payé au niveau avantage, mais la valeur que nous avons reçue était probablement 10 fois le coût. Mais ça demande une façon de penser un petit peu différente. Suivant. Merci, Bill. Fantastique. Maintenant, je vais passer à mon collègue Rodan qui va me faire quelques questions-réponses avec le public. Donc, à vous. Bonjour, je travaille avec People That Deliver. Et pour commencer, nous allons insérer la question, quel est le défi que vous rencontrez, le défi principal que vous rencontrez au niveau des ressources humaines en ce moment? Donc, vous pouvez copier-coller ce lien dans votre navigateur. Je vais le partager dans le chat maintenant. Ou alors, vous pouvez aller sur menti.com et utiliser le code numérique là. Ne faites pas les deux, juste un des deux. Donc, n'utilisez que des mots-clés, pas des phrases complètes. Et je vais vous donner 1 minute pour répondre et nous allons voir les résultats dans un moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Thank you. We have about 15 answers, please, everyone. Merci, nous avons environ eu 15 réponses. Merci tout le monde. Copier-coller le lien, répondre à la question. All right, let's see the result. I see people are still answering. Ok, voyons les résultats. Je vois qu'il y a encore des personnes qui répondent, mais avançons. Donc, quels sont les défis principaux auxquels vous faites face actuellement? Il y a l'air d'en avoir pas mal. Recrutement, talent, capacité, training issues, problème de reconnaissance, problème de ressources humaines dans la gestion, compétences, lacunes au niveau des connaissances. Beaucoup de cela, peut-être tous d'ailleurs, sont liés à la théorie du changement que nous allons voir, discouraged, manque de motivation. Merci beaucoup. En se basant sur ces problèmes, nous allons essayer de répondre à cette question. Quel parcours de la théorie de changement de PTT est-ce que vous allez appliquer en premier pour essayer de résoudre ce problème? Donc, même processus, je vais partager un lien maintenant. Vous pouvez soit utiliser ce lien ou utiliser le lien menti.com et utiliser le code 260215.2. Je partage le lien maintenant. J'espère que vous avez prêté attention à la présentation de Dominique plus tôt à propos de la théorie de changement de PTD, mais sinon, de toute façon, les parcours sont en ligne, donc ne vous inquiétez pas. Thank you for answering. We have about... Merci d'avoir répondu. On a environ 10 réponses. Thank you. Let's move on. Merci, avançons. Donc, nous avons des réponses maintenant. OK. Alors, équilibre entre la motivation, il y a un équilibre entre la motivation, trouver le personnel, les conditions de travail et les capacités. Et 18% pour les conditions de travail. Nous voyons que les 4 parcours sont vraiment très importants pour résoudre vos problèmes. Et c'est fantastique de voir ça. D'ailleurs, je pense que tout le monde va utiliser les 4 parcours de la théorie du changement pour votre première action.
Mais après la première action, je recommande fortement d'utiliser les autres parcours également pour renforcer vos ressources humaines, votre force de travail au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Je vais maintenant passer la parole pour les questions et les réponses. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci Ronan. Des résultats très intéressants qui montrent qu'il faut vraiment adresser les 4 parcours afin de vraiment construire un système de ressources humaines qui appuie la chaîne d'approvisionnement. Donc, je vais gérer un petit peu les questions et réponses, mais je voulais juste répondre rapidement à Mohamed et à son commentaire sur le programme STEP 2.0 et je voudrais vraiment vous encourager à assister au webinaire de la semaine prochaine, qui sera également jeudi la semaine prochaine à la même heure. Nous allons faire une présentation du STEP 2.0 avec Kevin Nette qui viendra nous rejoindre de chez Gabi pour parler de STEP 2.0 et nous allons pouvoir donner plus d'informations sur STEP 2.0 au niveau du pays et sur les ressources qui sont disponibles. Donc, merci Suzy, c'est fantastique. Les autres questions que je vois ici sont vraiment liées au cadre de travail de professionnalisation. Je pense que la première question qui est arrivée, c'est quels critères de sélection seront utilisés pour sélectionner les 3 pays. Et comme vous l'avez vu sur la carte, nous avons utilisé le Nigeria, le Mozambique, et nous sommes toujours à un moment là où la façon dont nous sélectionnons, c'est de façon assez organique. De fait, par exemple, au Rwanda, ce que nous avons fait, nous avons lancé une variété de programmes de développement, d'initiatives de développement de la force de travail. C'était une combinaison de tous les travaux qui ont été faits avant ça. Au Mozambique, par exemple, les gens n'étaient pas si impliqués. Nous avons pu travailler sur les processus avec différents partenaires. Au Nigeria, par contre, nous avions des partenaires qui étaient très impliqués. Nous avons pu recevoir des financements très spécifiques de l'USAID pour commencer ce processus avec le gouvernement ainsi qu'avec les partenaires locaux comme l'ISM. Mais ce que j'espère ici, bien sûr, c'est qu'avec un tel webinaire, nous allons pouvoir disséminer plus d'informations et nous allons pouvoir peut-être à professionnaliser davantage de pays. Et je voudrais soulever le fait que nous sommes en train de commencer un hub de coordination pour que cette professionnalisation, ces efforts de professionnalisation s'améliorent. Et nous voulons utiliser ces hubs comme un point de rassemblement pour les acteurs locaux et mondiaux afin d'améliorer un échange sur le niveau des meilleures pratiques et développer des outils également et regarder des études de cas et ensuite pour vraiment pouvoir disséminer les informations. Et je crois que j'ai vu une question dans le chat. Nous avons ouvert le chat. Où est-ce? Donc, c'était vraiment au niveau de l'outil de cartographie du processus qui a été développé pour le Rwanda. Mais c'est également, nous allons développer et nous allons partager publiquement cet outil de cartographie. Quand vous allez sur notre site Internet, vous allez trouver le cadre de travail de professionnalisation qui va vous donner davantage d'informations. Mais c'est un genre d'outil de gestion que nous devons regarder. Ça commence avec le plaidoyer. Et ensuite, vous commencez vraiment à identifier les différents processus dont vous avez besoin. Et comme vous pouvez l'imaginer,
nous avons une vision sur le long terme et nous allons vraiment considérer, identifier, créer les ressources pour aider les pays avec ces processus. Donc, oui, merci pour les félicitations. Et je crois qu'il y avait quelques questions auxquelles Michael a déjà répondu. Et je viens de réaliser également que nous n'avons plus le temps maintenant. Mais je suis ravie. Merci Michael d'avoir répondu aux questions. Au niveau de l'administration de services, oui, c'est donc c'est là quand vous pouvez voir toutes les parties prenantes qui doivent être impliquées dans ces discussions au niveau de la professionnalisation. Bien sûr, c'est très important au niveau du service public également. Et l'idée, c'est d'avoir une organisation spécifique pour le pays qui va faire avancer davantage les choses. Donc, je vais juste maintenant voir si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Sinon, je vais passer la parole à Alexander. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre cette semaine, la semaine prochaine, et merci encore. Merci beaucoup, Dominique. Oui, nous n'avons effectivement plus le temps. Merci beaucoup pour cette présentation fantastique, tout le monde. Espérons vous revoir la semaine prochaine pour la prochaine série. Juste pour vous rappeler, ce sera améliorer le leadership et les capacités dans la collaboration du secteur privé, et il y aura un exemple basé sur un pays. En attendant, nous allons partager tous les liens vers la vidéo et les diapositives. Comme nous l'avons dit pendant la présentation au début, prenez soin de vous et nous voyons la semaine prochaine à la même heure. Merci, au revoir.